Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle, Voix plurielle et CKCU de l'Université de Toronto. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand bonheur et le grand privilège de recevoir Valérie Pérez Henouchi, à qui je dis avant tout bonjour. Bonjour Monique. Je suis ravie de vous recevoir, surtout que votre livre sort dans quelques jours, donc votre livre sera dans toutes les bonnes librairies à partir du lundi 13 septembre. Et bien entendu, je veux parler de Destin de femme qui est publié chez Ramsay. Ce livre m'a vraiment beaucoup intéressée car il y a deux parties. Il y a la première partie sur laquelle vous insistez sur la place de la femme dans le monde généraliste d'une manière générale, sur laquelle d'ailleurs je vais vous interroger, et puis la deuxième partie qui sont des témoignages que vous avez eus en direct ou qui vous ont été rapportés et qui sont vraiment très très touchants et parfois troublants. Ouais. Alors, dans la première partie, j'ai envie de démarrer tout de suite en vous demandant, Valérie, on a l'impression que nous, femmes actives dans la société, travaillant et autres, on pourrait penser que toutes les femmes sont de même niveau, nous imitent, sont indépendantes, ne sont pas tributaires des uns et des autres. Rien n'est vrai. C'est-à-dire que rien n'est vrai. J'ai envie de dire que si, ça peut aussi être vrai dans le sens où il y a énormément de choses. Oui. Oui, il y a énormément de choses qui ont été accomplies depuis Simone Veil et Simone de Beauvoir. Il y a eu quand même un travail de fond qui a été fait. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais pourquoi j'ai voulu rédiger ce livre en deux parties? Une première partie qui est un essai et une deuxième partie, ce sont, comme vous l'avez justement dit, des récits, parce que je trouvais que c'était important de rappeler les fondamentaux. Depuis quand il y a une différence entre les hommes et les femmes? Quelle est la place des femmes dans les religions? Depuis quand on peut divorcer? Depuis quand on peut se marier? Quelle est la place de la femme enfant dans le travail? Quelle est la place de la fille mère? Comment ces femmes-là, que ce soit en France ou dans le monde, elles s'en sortent? Et je trouvais que c'était, vous savez, on oublie vite, Monique, les choses. Et c'était important de rappeler les choses, voir comment tout ça est arrivé. Effectivement, la place de la femme à l'origine, eh bien, elle est dictée par les religions. Donc, je trouvais intéressant de dire quelle était la place des femmes dans les trois religions monothéistes. Et j'ai eu énormément de plaisir à faire des recherches et à écrire ces choses-là. Parce qu'effectivement, oui, on oublie d'où on est parti et où on est arrivé. Donc, c'est vrai qu'à l'issue de toutes ces recherches et de tout ce travail, pourquoi je vous disais on n'est pas tout égal? On n'est pas tout égal parce que c'est vrai que nous, on en a eu qui ont porté le flambeau, on en a eu qui ont été fortes et qui ont su faire entendre leur voix. Mais aujourd'hui, on a déjà acquis beaucoup de droits. Alors, il y a encore beaucoup de choses à acquérir. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on est à l'ère de la réconciliation entre les hommes et les femmes. Ce livre n'est pas un livre féministe. C'est un livre justement pour arriver à la parité et pour arriver à se faire entendre. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui comprennent les problèmes des femmes, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui sont contre les hommes. Et moi, j'avais envie d'abolir tout ça, que ces castes-là disparaissent. Aujourd'hui, on doit vivre ensemble et on a besoin des hommes comme les hommes ont besoin des femmes. Donc, c'est du féminisme, certes, mais du féminisme évolué qui s'adapte à notre problématique quotidienne. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui est particulier parce qu'il a ces deux parties. C'est très rare en France. En général, c'est plus de la littérature américaine où on trouve ce genre de choses. Moi, je ne me suis pas inspirée de la littérature américaine. J'ai voulu le faire comme ça parce qu'il me semblait que c'était intéressant de commencer par se rappeler les fondamentaux avant de raconter les histoires de ces femmes. Alors, justement, Valérie, au lendemain de Rosh Hashanah, on ne peut pas ne pas dire quelques mots sur la place de la femme dans le judaïsme, puisque vous l'avez si bien dit, vous avez étudié la place de la femme dans les différentes religions monothéistes, et je veux faire appel au merveilleux texte
la prière de Hannah, où l'on voit bien que la femme est l'égale de l'homme, la sœur de l'homme quelque part, et le respect qu'a le mari de Hannah envers cette femme qui est stérile, comme souvent les mères du judaïsme, les fondatrices du judaïsme, j'ai trouvé ça magnifique et je ne pouvais pas ne pas faire le rapprochement. Mais j'aimerais quand même que vous rappeliez aussi les principales femmes qui ont lutté, indépendamment des textes fondateurs des grandes religions, mais Olympe de Gouges. Absolument. Qui était la première féministe, qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne, absolument. Alors elle était féministe, on disait peut-être à l'époque que c'était une folle, mais cette femme-là, c'est vrai que déjà elle a fait entendre sa voix. Mais au niveau du judaïsme, vous avez raison, c'est vrai que l'homme et la femme sont complémentaires. Et puis, on adore dire que cette prière du matin où on remercie le bon Dieu de ne pas avoir été femme, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis très, très contente d'être une femme et je suis très, très contente d'accomplir mes devoirs de femme, qui sont des devoirs qui sont, à mon avis, fondamentaux dans une famille. Voilà, la femme et l'homme ont le même jour chômé, Shabbat. La femme doit faire moins de mitzvah que l'homme parce qu'elle elle a déjà été entendue par Dieu. Vous venez de le dire, la prière de Hannah est celle qui a été entendue par Dieu. Ses pleurs, justement, ses prières ont été entendues et elle a réussi à avoir cet enfant, Samuel, qui est devenu le prophète qui a découvert le roi David. Donc, si vous voulez, ça, c'est des choses qui sont extraordinaires. Il y a une place de la femme dans le judaïsme qui est très importante. La femme, c'est le pilier de la famille. Sans femme, il n'y a pas de famille. Et on comprend bien ça. Et toutes les deux, ensemble, nous érigeons contre certaines personnes qui disent que la femme dans le judaïsme est assommée par l'homme. Faux. Je m'insurge. Bien sûr, il y a du travail à faire, mais on pourra en parler dans un des témoignages que vous avez donné, qui est magnifique. Et alors, j'ai été interpellée par contre par les règles du bouddhisme, les 8 règles, parce qu'en fait, on a l'impression que le bouddhisme ne met pas la femme à la bonne place. Et oui, on découvre. Par accepter, ça m'a interpellée. Oui, vous avez raison, moi aussi ça m'a interpellée. C'est pour ça que j'ai voulu le dire. Parce que c'est vrai qu'on dit que le bouddhisme, c'est une religion finalement de paix, qui est pacificatrice. Mais regardez par quoi il a fallu passer pour que ces femmes soient entendues. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et on se rend compte que finalement, on focalise peut-être sur l'islam, ou bien sur le catholicisme, ou bien sur le protestantisme ou le judaïsme, alors qu'il y a des choses il y a des faits qui sont là, et qui révèle bien le fait que finalement, les femmes, il y a des religions, enfin des philosophies, j'ai envie de dire, où elles n'ont pas une place prépondérante. Alors, à l'époque contemporaine, on ne peut pas ne pas rappeler que le droit de vote n'a été autorisé en France qu'en 1944, et on ne peut pas évincer le rôle de la grande, de la superbe Simone Veil, le droit à l'avortement des femmes en 1975. Oui, c'est vrai qu'avant, les femmes, si vous voulez, elles étaient sous tutelle. On peut pas dire, il n'y a pas autre chose à dire que ça. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas ouvrir de compte en banque. Elles devaient demander à leur mari à chaque fois qu'elles voulaient faire un fait et geste. Elles passaient du père au mari. Il y a eu beaucoup de droits qui ont été acquis grâce à ces femmes qui sont descendues dans la rue, qui ont justement demandé des droits de citoyennes, simplement, de ne pas être des sous-citoyennes. Je pense que ça devait arranger quelques hommes quand même, d'avoir des femmes comme ça à leur côté qui finalement étaient soumises. Et Simone Veil a été une femme formidable parce que quand elle était devant tout ce parlement d'hommes, elle a su parler et elle a su dire pourquoi le droit à l'avortement était fondamental. Il n'y a aucune femme qui veut avorter, Monique. Il n'y a aucune femme qui a envie d'avorter. Mais elles le font parce qu'elles sont obligées, parce que quand c'est un enfant qui est issu d'un viol, ou bien quand c'est une gamine de 15 ans, c'est très compliqué d'envisager un avenir avec un enfant en bas âge. Donc, ce qu'elle explique, en fait, Simone Veil, c'est que, en fait, elle a légiféré quelque chose qui était une coutume qui était illégale. Donc, ces femmes qui allaient se faire avorter avec ces aiguilles à tricoter, si vous voulez, et qui perdaient souvent la vie,
ou bien qui avait des hémorragies et qui étaient entre la vie et la mort pendant de nombreux mois. Moi, ma mère, elle m'a parlé de ces femmes-là. Et aujourd'hui, c'est légiféré. C'est vrai que c'est un droit fondamental d'une femme. Alors oui, il y en a qui sont contre. Il y en a qui disent qu'effectivement, un enfant, même si c'est juste la conception, eh bien, ça reste un enfant quand même, et que oui, et que effectivement, on enlève la vie de quelqu'un. Je le comprends, mais la vie de cette femme qui refuse d'avoir un enfant, qui n'est pas capable d'éduquer un enfant, qui n'est pas capable de prendre en charge un enfant et qui se retrouve avec une vie gâchée parce qu'elle voit un enfant qu'elle ne désire pas, et c'est pas de sa faute. Et c'est pas de sa faute. Pourquoi un homme finalement, un homme a juste à partir et puis c'est tout, et c'est la femme qui se retrouve avec le problème. Ça, c'est quelque chose qui est absolument pas normal. Alors, Valérie Pérez-Henouchi, on va attaquer la deuxième partie, qui est tout aussi intéressante car elle colle à la réalité de ces femmes. Hein. On va commencer peut-être avec une histoire qui vous a été rapportée, l'histoire de Saria à Beyrouth au Liban, qui est très émouvante. Oui, alors Saria, c'est la première histoire que j'ai écrite. En fait, quand j'étais jeune journaliste, j'avais rencontré des Libanais et je m'étais prise de beaucoup d'amitié pour ces gens, qui sont des gens très généreux, qui sont des gens qui sont, enfin, qui sont orientaux comme nous, méditerranéens, qui sont finalement nos voisins israéliens. Donc moi, j'habitais pas encore en Israël, j'habitais en France, et j'ai rencontré cette fille qui me disait être partie du Liban, qui me racontait la beauté du Liban avant la guerre. Tous les jours, elle me racontait, et elle ne s'est pas rendue compte à quel point j'avais été impactée par ses dires et par ce qu'elle me disait. Et elle m'a raconté l'histoire de sa cousine, qui s'appelait Saria, et qui, effectivement, un jour, elle m'a raconté ce mariage fabuleux, elle m'a raconté les senteurs, elle m'a raconté la vie, elle m'a raconté l'architecture de Beyrouth d'antan, qui était une ville magnifique et qui est une beauté qui était complètement disparue par la guerre. Cette manière de vivre et de vouloir vivre au quotidien comme nous ici en Israël, parce qu'on ne sait pas ce que va devenir demain, c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. Et quand j'ai écrit l'histoire de Saria et que je lui ai envoyé ce récit 20 ans plus tard, elle a pleuré. Elle m'a dit: Valérie, je ne savais pas à quel point ça t'avait touchée. Mais quand on est femme, quand on est mère, et que finalement, nous, on a de la chance de ne pas avoir vécu une histoire pareille, parce que l'histoire de Saria, c'est qu'en fait, elle apprend par la poste, parce que là-bas, c'est légal, qu'elle va divorcer. Elle perd la garde de son fils, et au Liban, la garde de l'enfant est toujours donnée au père, jamais à la mère. Donc, il faut qu'elle attende l'âge de 14 ans pour récupérer son fils. Et elle raconte sa souffrance quand elle voit son fils le week-end, qu'elle ne veut pas dormir, qu'elle veut profiter de chaque minute, de chaque seconde. Et ben moi, je suis rentrée dans la peau de cette femme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me transcende, parce que je me dis aujourd'hui, moi, j'ai de la chance d'avoir habité en France et d'avoir habité en Israël. Mais si j'avais dû vivre au Liban, j'aurais certainement vécu la même histoire que Saria. Et on m'aurait certainement... Par vos mots, vous avez su transmettre cette émotion qui vous a habité et qui nous habite, nous femmes, quand on lit ce texte. Alors maintenant, Valérie, il y a un texte qui m'a beaucoup touchée également, parce qu'on pourrait les prendre, il y en a 17. Il y a 17 témoignages que je vous invite tous à découvrir, parce que vous ne pourrez pas rester insensible à chacun de ces témoignages. Et j'ai envie aujourd'hui, alors qu'on vit une période et que par la télé dont vous êtes la transmetteuse, l'Afghanistan vit une période troublante, l'histoire de Bahar à Berlin. Oui. Cette jeune femme. Alors l'histoire de Bahar à Berlin, c'est absolument. Donc elle qui quitte Kaboul, donc elle raconte dans quelles circonstances elle va quitter Kaboul. Alors elle raconte qu'elle a connu Kaboul dans les années 90 quand c'était sous les mains des talibans. Elle a connu aussi lorsque les Américains sont arrivés, ce qu'elle appelle elle l'invasion américaine. Elle raconte que finalement son statut n'a pas beaucoup changé avec ces deux régimes-là. Elle raconte son invisibilité. Elle raconte que les filles pubères devaient aussi se cacher sous cette fameuse burqa, ou bien elles étaient au moins voilées, que ça c'était à Kaboul, mais que dans les campagnes, elles portent tous ce qu'on appelle cet énorme costume bleu. On les appelle ici les fantômes bleus. En Europe, on les appelle les fantômes bleus. Et elle raconte comment elle est partie. Elle raconte comment elle a payé le passeur. Elle raconte les camps de transit. Elle raconte la faim, la soif, elle raconte la peur, elle raconte ce qu'elle a vécu avec beaucoup d'émotions. Et puis son arrivée à Berlin,
sa prise en charge par les autorités allemandes, sa manière de s'intégrer. Elle a fait des cours pour parler l'allemand et puis elle rencontre un homme qui a les yeux aussi bleus qu'elle, elle a les yeux noirs finalement, il s'appelle Rodolphe, c'est son prof, et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et en fait, c'est une très très belle histoire parce qu'on se rend compte que finalement, il y a des choses qui peuvent arriver qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc des fois, on essaye de faire des plans sur la comète, et puis on se dit que, voilà, elle pensait pas du tout que ça allait se terminer comme ça. Aujourd'hui, elle habite Berlin et elle raconte son long chemin pour l'intégration. Elle raconte ce que ça veut dire être étrangère dans un pays. Elle raconte tous les efforts qu'elle doit faire pour comprendre cette culture, ces codes. Elle est très enthousiaste d'être là-bas à Berlin parce qu'en fait, les Allemands sont très ouverts, et elle raconte cette nouvelle vie. Donc, je pense que oui, effectivement, en période dramatique pour les femmes afghanes, parce qu'avec le retour des talibans qui sont des islamistes, on sait que la place de la femme est minime, que les petites filles n'ont plus le droit d'aller à l'école, que les femmes ne peuvent plus aller dans les universités, qu'elles ne peuvent plus travailler parce qu'elles ne doivent pas mélanger un espace public avec des hommes. Et ben, on se rend compte que oui, leur place n'est pas en Afghanistan. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de craintes concernant le fait que de nombreux migrants ce texte est tellement voilà, d'actualité qui arrivent. quand on voit ce que vivent les femmes afghanes actuellement. Oui. Et ça n'a pas été écrit maintenant, hein. C'est vraiment un texte qui date depuis plusieurs années, que j'avais sous le coude, que j'ai envie de raconter parce qu'il m'avait énormément touchée. Et c'est vrai que là, maintenant, en période où la France dit et les pays européens disent qu'ils veulent accueillir des Afghanes, moi, j'ai envie de dire il faut les accueillir les bras ouverts. La France, c'est un pays d'asile. Et si la France n'était pas un pays d'asile, ce ne serait pas la France. Donc, si nous, on a un devoir, c'est celui-là, d'accueillir ces femmes afghanes et surtout de leur éviter la mort à elles et la mort de leurs enfants, les petites filles qui sont dans des situations dramatiques. Alors, on va alterner, on va passer maintenant à Bangkok avec Lamia. Oui. Alors, elle, c'est une jeune femme qui habite sur le bord du Klong, donc en Thaïlande. Et sur les marchés voilà. Et donc, voilà. Donc là, sa maman est une marchande de rue. Donc, ce qu'elle fait, c'est que c'est la mère qui fait vivre la famille. Elle cuisine toute la nuit, elle fait toutes les spécialités thaïlandaises. Et puis, arrivée à l'adolescence, on demande à la Maï de venir prêter main forte à sa mère et à son père. Et puis la Maï tombe amoureuse d'un jeune homme, elle tombe enceinte, elle accouche, et les parents ne peuvent pas garder cet enfant parce qu'ils n'ont pas ni l'argent ni la possibilité de garder cet enfant. Donc l'enfant est amené à l'orphelinat, elle a à peine vu, son regard a à peine croisé celui de son fils. Donc elle va prendre son destin malheureusement en main, elle va abandonner cet enfant et puis toute sa vie, elle va attendre qu'il la retrouve. Et évidemment, il ne viendra jamais. Mais c'est des histoires qui sont très communes et qu'une personne de la fratrie soit obligée de prendre le flambeau familial pour faire vivre les autres. Et c'est ce qui arrive à la Maï. Donc, elle raconte cette histoire d'amour, elle raconte qu'elle a dû arrêter l'école, elle raconte ce qu'elle ressent quand elle a cet enfant dans le ventre, elle raconte quand elle dit au père que oui, effectivement, elle est enceinte, et que lui, finalement, ne peut pas lui dire qu'il va... il détourne le regard, quoi. Il ne peut pas affronter le regard de sa fille. Et le jour de l'accouchement, voilà, c'est terminé. Ouais. Donc, ça nous touche. Que de drame. Alors, nous allons passer, puisqu'avec vous, on voyage. D'ailleurs, je signale que vous êtes rédactrice en chef à I24 et que beaucoup d'auditeurs apprécient et les témoignages sont très, très positifs sur Histoire et Découverte. Je vous remercie, Monique. Alors, Valérie, on passe en Italie, à Milan, avec Sofia. Alors, Sofia, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée. Alors, Sofia, c'est une jeune femme qui a fait une école d'hôtesse et qui, un jour, on la mandate pour aller au Festival de Cannes. Et donc, elle rencontre des stars internationales. C'est une fille qui a la tête sur les épaules, hein, qui a été élevée avec des vraies valeurs, justement, d'une grand-mère italienne qui lui a appris, justement, un petit peu comme nous, les Tunisiens, les Marocains ou les Algériens, comment une fille doit se comporter en société, etc. Donc, elle arrive au Festival de Cannes et puis elle tombe sur une star de cinéma. Alors, moi, j'ai un petit peu changé l'histoire parce qu'en réalité, ce n'est pas une star de cinéma, mais c'est un producteur qui tombe amoureux d'elle. Et en fait, cette femme va vivre à Los Angeles, elle fait des enfants avec lui et elle a une vie qui est absolument incroyable et c'est la vérité. Heureusement, il y a eu ces deux histoires qui m'ont un petit peu
réconfortée, celle de Sophia, dont la grand-mère d'ailleurs était d'origine française. D'origine française. Et puis alors c'est drôle parce qu'elle dit mais pour qui il se prend? Il croit qu'avec son argent il va m'acheter, parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver de rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'argent et alors maintenant on met en doute, on vit tellement dans un monde de paillettes qu'on met en doute les gens finalement qu'on peut rencontrer. Et cette femme-là, et même jeune, a vraiment la tête sur les épaules. Et sa grand-mère lui dit mais enfin tu es folle, tu devrais lui répondre à ses. Donc voilà, le rôle de la grand-mère, moi, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup touchée. J'ai aussi été élevée par ma grand-mère qui m'a appris beaucoup de choses et j'imagine cette scène incroyable. Voilà. Et donc alors, maintenant, vous oui, savez ce que dit la tradition juive, quelque part tout en haut, votre grand-mère vous bénit aujourd'hui. Alors, on va changer un peu de région, pour ne pas dire de continent. Anastasia, à Kiev, en Ukraine. Ah oui, alors Anastasia, c'est une très belle histoire. Alors j'ai fait un documentaire, moi justement pour E24 News, sur ces Samaritains. Donc j'ai été les voir à Naplouse et j'ai été étonnée de voir ces petits enfants blonds comme ça courir dans les rues de leur village. Donc je me suis renseignée et effectivement, les Samaritains, étant donné qu'ils sont maintenant une toute petite communauté et qu'ils ont peur de la consanguinité, eh bien, a donné l'autorisation aux administrés samaritains d'épouser des femmes ukrainiennes. Donc, en fait, il y a toute une organisation qui est faite. En fait, c'est comme une agence matrimoniale. Les Samaritains partent en Ukraine, ils rencontrent des femmes, ils leur expliquent que eux veulent retourner évidemment vivre ici, qu'ils leur racontent dans quel genre de vie ils vont avoir, etc. Et les Ukrainiennes, si vous voulez, rencontrent ces hommes. Et donc l'histoire d'Anastasia, c'est que en fait c'est elle qui est chargée de trouver une femme pour ce fameux Kamel qui vient en Ukraine pour trouver sa femme, mais que Kamel tombe amoureux d'elle. Et c'est une vraie histoire. Donc il la ramène ici à Naplouse. Voilà. Ils ont des enfants. Alors effectivement, elle doit quitter sa famille, hein, puisque c'est loin, on est loin quand même de l'Ukraine ici. Et elle raconte sa vie. Et aujourd'hui, c'est une femme heureuse avec son mari. Et voilà. Et je trouvais que c'était intéressant de raconter cette histoire des Samaritains parce qu'on ne la connaît pas beaucoup. Est-ce qu'elle s'est mise à l'arabe facilement Est-ce Ah que vous oui, avez oui, pu oui, oui, oui. Oui, oui. Alors d'abord, ils parlent tous très bien l'anglais, puisque moi j'en ai interviewé plusieurs et ils parlent tous très bien l'anglais. Alors c'est des gens qui ont un statut particulier parce qu'ils ont, ils ont en général un passeport israélien, mais aussi souvent un passeport palestinien. Donc ils font beaucoup de business avec Naplouse, etc. Moi, celui que j'ai interviewé, par exemple, il s'appelle Jacob Cohen. Vous voyez, Ah oui, mais il est samaritain. Et alors, il vous explique là les fondamentaux, les différences fondamentales entre le judaïsme et puis leur religion à eux. Donc, c'est quelque chose qui est très particulier. J'avais envie de rentrer comme ça dans cet univers qui nous emporte et puis qui nous fascine. ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que vous avez pu contacter des gens de la communauté Baha'i? Alors oui, alors c'est très compliqué. Je rêve de faire ce reportage à Haïfa. J'irai On va le avec faire vous. sans doute J'irai avec avec vous, plaisir. Valérie. Je serai en arabe. J'irai avec vous parce que vraiment, j'ai Ah beaucoup ben, d'informations sur j'en cette rêve. communauté. Oui, alors on n'arrive pas encore à caler ce reportage parce que c'est très compliqué, parce que les jardins sont souvent fermés. Mais oui, c'est quelque chose qui m'attire énormément et je veux rentrer à l'intérieur de ces jardins, mais c'est pas facile. C'est pas facile Les jardins parce qu'il y a ferment à des midi, problèmes vous de savez. planning. Vous C'est savez ça, que les c'est jardins ça, ferment impérativement à midi. c'est ça. Donc il faut y aller très tôt, il faut avoir et puis il faut avoir des interviews qui sont intéressantes. Donc tout Bien ça, sûr. ça se travaille. Ben, c'est un dossier qui est sur mon bureau. Alors, on change de continent. Tina, en Inde. Et ben alors Tina en Inde, elle c'est une femme aussi que j'aime beaucoup parce que si vous voulez, cette histoire-là raconte les castes en Inde qui sont encore très présentes. On se marie avec quelqu'un de la même caste. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qui soit d'une caste inférieure. Donc Tina, donc c'est une famille avec des frères et sœurs où ils vivent finalement dans une caste qui est assez évoluée. Et l'une des sœurs, la grande sœur, qui est finalement la leaduse de la famille, celle que le père entend et qui est finalement la référence parce que c'est l'aînée, va tomber amoureuse d'un garçon qui n'est pas de sa caste. Donc elle ne va pas pouvoir rester dans son village, elle va devoir partir ailleurs, elle fait des enfants, sauf qu'un jour il n'y arrive plus et il décide de revenir dans le même village où elle a vécu. Et ça se finit très très mal parce que les frères
n'acceptent pas le déshonneur et ils vont se faire lapider tous les deux. Et ils vont tous les deux mourir dans des souffrances atroces. Les enfants ne vont pas être gardés. Donc on se rend compte à quel point les esprits ne sont pas encore arrivés à comprendre et assez ouverts, et surtout dans ces régions-là où les castes sont très, très, très importantes encore. Voilà. C'est dramatique comme témoignage d'ailleurs. Ouais. Nous allons changer de continent. Si je vous dis Anya au Mali. Alors elle, je l'adore. Je l'adore parce que c'est une femme que j'ai rencontrée. C'est la dernière histoire que j'ai écrite. Parce que si vous voulez, ce livre, bon, juste en aparté, il n'était pas fait pour être publié. Moi, j'ai raconté ces histoires parce que je voulais les écrire sur mon ordinateur et je ne pensais vraiment pas que Ramsay allait publier si vite. J'ai envoyé en fait mon manuscrit à un ami psychanalyste qui connaît bien la psychologie humaine et il m'a dit, écoute, moi, de chaque histoire, je pourrais sortir une thèse de doctorat. Il faut absolument que tu envoies ce livre pour l'édition. Et c'est vrai que quand Olivier Wright de Ramsay m'a dit « Ok, moi je publie », j'avais pas du tout fini d'écrire. Donc je voulais absolument raconter cette histoire de cette Malienne que j'ai rencontrée. Et en fait, si vous voulez, en France, c'est vrai que j'ai travaillé à France 2 pendant longtemps, mais quand j'ai quitté France 2, j'ai été directrice de communication de l'Union des clubs professionnels de football. Donc j'ai eu la chance, en tant que journaliste, de pouvoir regarder des dossiers qui, normalement, ne sont pas visibles par les journalistes. Comment on fait un transfert, comment ça fonctionne un club de foot, quel est le statut juridique, etc. Et ça m'a énormément apporté. Et un jour, je suis partie à Clignancourt et j'ai découvert des petits-enfants africains qui dormaient sous les ponts de Clignancourt. Donc pour moi, c'était absolument intolérable, insupportable de voir ça. Je me suis rapprochée de la LICRA. On a édité un petit livret pour justement les premiers soins, pour leur expliquer ce qu'ils devaient faire en France, comment on disait les choses, avec des traductions, etc. Et je me suis renseignée sur l'histoire de ces enfants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là-bas, le football en Afrique, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors, on se demande comment ils font pour connaître Zidane, pour connaître Mbappé, etc. Alors, pourtant, dans des endroits qui sont complètement reculés et qui n'ont pas la télévision, mais en tous les cas, ils savent qui c'est. Ou bien Samuel Eto'o, qui est un Africain. Et en fait, le désir absolu pour ces enfants et pour ces familles, c'est que il y en ait un autre qui sorte, et il y en ait un autre qui devienne une star du ballon rond. Donc, il y a des détecteurs qui viennent en Afrique, qui trouvent des enfants, donc des détecteurs qui sont envoyés par les clubs de foot. Et donc, son fils, jouait dans un club de foot. Il était somme toute pas mauvais du tout. Et on le prend pour l'amener en Europe pour faire, soi-disant, ses premiers pas dans des grands clubs européens. Donc on lui parle de clubs incroyables, hein. On lui parle d'Arsenal, on lui parle de la Juventus, on lui parle des clubs, des plus grands clubs de foot. Et il se trouve que cet enfant-là, il va aller en Europe, mais qu'il ne va pas du tout avoir ce destin-là, et qu'il va se retrouver sous les ponts de la porte de Clignancourt. Donc voilà, j'avais envie de raconter cette histoire parce qu'on vend du rêve à ces enfants. Et que souvent les rêves deviennent des cauchemars. C'est un témoignage poignant. Et que cette mère, c'est un témoignage poignant, oui, et qui est réel. Alors, donc il faut rêver, mais il faut savoir s'arrêter. On va monter un petit peu plus haut que le Mali, mais avec la frontière. On va parler d'Amina, Sidi Moumen au Maroc. Et oui, Amina. Alors d'ailleurs, je vais partir au Maroc pour faire une dédicace de mon livre au mois de novembre. J'ai de nombreux téléspectateurs marocains. J'avais envie de parler du Maroc parce que mon mari est marocain, parce qu'on parle énormément du Maroc à la maison, qu'il a été marqué par son expérience au Maroc, que son grand-père avait trouvé un crâne préhistorique qui est maintenant exposé d'ailleurs au Musée de l'Homme à Paris. Hein, Émile Enouchi, c'est le grand-père de mon mari. Donc, nous, on parle énormément du Maroc et j'avais envie justement de parler de la situation des enfants marocains. Il y a énormément d'enfants des rues. Il y a énormément de drogue, il y a énormément de prostitution. Et donc, cette jeune femme-là doit partir en ville pour aider ses parents à faire survivre la famille. Et elle tombe chez une patronne et chez un patron, comme elle les appelle, qui sont horribles avec elle. Elle devient petite bonne, mais en fait, c'est une bonne à tout faire. Elle est battue. Mais heureusement, il y a des associations qui sont très puissantes là-bas, qui entendent parler de l'histoire de cette petite fille et qui la sortent de cet enfer. Aujourd'hui, elle en est sortie et aujourd'hui, elle-même travaille pour une association
et elle-même aide les jeunes filles à s'en sortir, les jeunes filles mères souvent, bien les jeunes filles qui sont complètement laissées à l'abandon dans la rue, les garçons, beaucoup de garçons, mais aussi des jeunes femmes. Donc voilà, c'est des histoires qui sont courantes, qui sont connues, mais aujourd'hui on lutte, et moi c'est ça que je veux faire voir, c'est qu'aujourd'hui on lutte. Alors on lutte comment? Par ces associations caritatives qui travaillent énormément, on lutte en faisant connaître les histoires et on lutte en racontant aux gens la réalité des choses de manière à ce qu'ils puissent eux aussi comprendre que y a des choses qui sont encore très graves et que nous, les femmes qui sommes des femmes émancipées. Alors Valérie, on va passer un petit peu à la France. J'aimerais bien que vous nous résumiez, parce que le temps passe vite, les deux cas. Donc vous avez Catherine à Lyon et Véronique à Montpellier, parce qu'après je ne vais pas vous louper, j'ai autre chose à vous demander. D'accord. Alors, Catherine à Lyon, je voulais raconter cette histoire parce qu'il y a aussi des femmes qui sont abominables. Il ne faut pas croire que simplement les hommes font la vie dure aux femmes. Il y a aussi des femmes qui font la vie dure aux hommes. Et donc, Catherine, elle devient avocate et elle défend les droits des hommes parce que sa sœur se marie avec un homme très argenté, qu'elle lui lève le droit de garde et de visite de ses enfants. Quant à Véronique, c'est une étudiante en médecine à Montpellier et elle raconte le jour où dans l'amphithéâtre, elle voit arriver ces étudiants iraniens donc qui sont partis d'Iran et qui intègrent justement les universités pour justement essayer de s'intégrer en France. Alors elle raconte qu'elle était très intriguée par eux et puis son histoire avec l'un d'entre eux qui n'est ni son amant ni son petit ami mais qui devient un vrai ami qu'elle retrouve un jour à la télévision en étant champion de poker parce que les Iraniens sont très forts au poker et qui jouent au poker régulièrement à la fac de médecine. Donc, histoire vraie aussi. Donc, elle est médecin. Elle habite maintenant dans une banlieue de Montpellier. Et cette histoire l'a énormément marquée dans sa vie. Et elle est très amie avec cet Iranien qui était finalement son copain de classe, quoi. Alors Valérie Pérez-Enoussi, auriez-vous quelque chose qui concerne Israël? Rachel Ouais. Améa-Shaharim, j'aimerais qu'on en parle. Alors Rachel, figurez-vous, c'est particulier. Elle s'appelle pas Rachel en réalité. J'ai changé les noms. Oui, je C'est une comprends. amie d'enfance à moi, qui est venue s'installer en Israël très jeune. Elle est tombée amoureuse d'un homme très religieux. Alors sa famille était traditionnaliste, lui était très religieux, mais c'est vrai qu'il était d'une grande beauté cet homme-là. Donc elle est venue s'installer en Israël. Là, j'ai un petit peu changé l'histoire, hein, puisque dans l'histoire que je raconte de Rachel, je dis qu'effectivement, elle a grandi à Mea Shearim et qu'elle est éduquée pour être une femme à la maison. Là, c'était pas le cas. Elle est arrivée, elle rencontre cet homme et en fait, très vite, elle se rend compte qu'il y a des problèmes dans le couple, elle ne sait pas trop ce qui se passe, elle a beaucoup de mal avec la communauté orthodoxe, mais malgré tout, elle dit qu'il y a des femmes qui sont heureuses d'être orthodoxes et que c'est pas parce qu'elle se sentait malheureuse que tout le monde était malheureux. Et en fait, elle se rend compte au bout de quelques années que cet homme-là était homosexuel, que la communauté le savait, mais qu'on lui avait demandé de ne rien dire parce qu'il fallait lutter contre les mauvais penchants. Donc aujourd'hui, elle est partie de Mea Shearim avec ses enfants, elle habite à Tel Aviv. Ses enfants sont éduqués comme des juifs, mais des juifs qui ne sont pas orthodoxes, c'est-à-dire des juifs, comme elle le dit elle-même, heureux. Et elle a pris un chemin qui a été extrêmement difficile, parce que sortir de cette communauté pour ensuite vivre normalement, apprendre un métier, apprendre d'autres codes, c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile pour elle. Mais aujourd'hui, elle est heureuse et elle habite avec ses enfants et elle a réussi à parcourir son chemin. Alors inévitablement, la question qui me vient à l'esprit, c'est Rachel a-t-elle eu son guette? Rachel a eu son guet immédiatement. Le mari s'est remarié immédiatement avec une autre femme parce qu'évidemment, il n'a jamais voulu avouer. C'est la suite de l'histoire que je raconte pas dans le livre. Ils n'ont jamais voulu avouer que c'était la vérité. Il fallait l'honneur. L'honneur, c'était très important pour eux. Mais oui, elle a eu son guet. Mais je vois où vous voulez en venir. C'est vrai que les femmes sont dépendantes du mari pour obtenir le guet. Il y a énormément d'hommes, justement, dont le grand rabbin Chaim Corsia et son collaborateur Moshe Levin, qui travaillent pour essayer de faire en sorte de libérer les femmes de ces hommes qui utilisent souvent le guet comme moyen d'échange financier, moyen d'échange pour récupérer les enfants.
moyen d'échange pour garder une pression et puis finalement une manipulation sur la femme. Mais vous savez, Israël, c'est un pays qui est très moderne et c'est un pays qui est en train qui évolue à vitesse grand V. Et moi, je sais que j'ai entendu des cas de femmes qui n'ont pas réussi à avoir le guet. Et ben, les hommes sont bloqués. On leur enlève tout. Les Oui. pensions alimentaires sont bloquées aussi sur les comptes en banque. Donc ici en Israël, on ne plaisante pas avec ça. Voilà, donc je pense que c'est en train de changer. Je ne peux pas ne pas mettre en exergue le travail fait en France par le professeur Liliane Vanat, talmudiste, professeur de religion, qui aide Oui, énormément de femmes pour obtenir leur guette. Et en Israël, Cathy Bisror, qui maintenant absolument. fait partie du Bedin de Jérusalem. Et je crois qu'il est important que des femmes aident des femmes. Absolument, absolument. Ben, je crois que de toute façon, c'est vrai, vous avez raison. Il faut être une femme pour comprendre les choses. Mais encore une fois, il y a des hommes maintenant qui comprennent vraiment. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, comme je vous parlais de Haïm Corsia, je veux dire, il est extraordinaire sur tous les fronts. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est au moment où il faut se réconcilier, les femmes et les hommes, pour justement obtenir des droits comme celui-ci. Par exemple, d'ailleurs, on parle de mariage civil en Israël. Hein, je pense que vous avez dû suivre l'actualité. Il y a Oui. énormément de gens qui se prononcent pour. Donc, tout ça, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Et d'ailleurs, c'est moi qui vais raconter maintenant une petite histoire, parce qu'on m'a rapporté un cas précis. Vous savez, sous la roupa, le rabbin dit tout le temps au Hatan, est-ce vous qui avez acheté les alliances? Et tout le monde Oui, rigole, comme si c'était pour détendre l'atmosphère. Mais pas du tout, c'est un choc, c'est une loi. C'est le mari qui doit acheter les alliances. Et une jeune femme qui luttait pour avoir son guet a réussi à l'avoir grâce à ceci, car c'était elle qui avait acheté les alliances. eh bien, vous voyez. Et on salue toutes ces femmes de par le monde avec qui, ensemble, on va crier Liberta, Valérie. Absolument, absolument, absolument. Valérie Pérez-Enchi, je vous remercie pour ce passage dans cette émission qui, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, de bon avenir avec votre livre Destin de femme qui a Je paru vous au remercie. Barret chez Ramsay, dont on entendra beaucoup parler et les témoignages sont troublants et pathétiques. Merci Valérie. J'espère parce que ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Merci à vous, Monique, pour cette longue interview et pour cette discussion entre femmes qu'on partage avec plaisir avec vous, messieurs. Merci Valérie. Quant à moi, Au chers revoir. amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle, Voix plurielle et CKCU.